Universalité des droits de l'enfant, fondement et réalité, sans doute les deux termes qui, dans le titre de nos assises, viennent qualifier la protection de l'enfant, sans doute ces deux termes ont-ils quelque chose de spontanément rassurant. On peut toujours se dire que si c'est universel et sans condition, aucun enfant ne passera à côté et que pour protéger l'enfant, les enfants, on trouve ainsi un socle sur lequel nos services, quels qu'ils soient, peuvent s'appuyer pour développer leur action. Comment se fait-il pourtant qu'en 2019, nous en soyons encore, ou à nouveau, à devoir nous saisir ou nous ressaisir de ces principes fondateurs? Depuis 1989, date à laquelle l'Assemblée générale des Nations unies adoptait la Convention internationale des droits de l'enfant, le monde a changé, nos sociétés se sont transformées et ont été profondément transformées par des évolutions politiques, économiques, technologiques, idéologiques qui ont structuré un nouvel univers dans lequel un texte, fût-il une convention internationale, fait l'objet d'interprétations et d'applications évidemment très variées. L'universalité des droits de l'enfant, l'universalité est-elle encore d'actualité? Et de plus, l'universalité est-elle, si je puis dire, universellement reconnue? Comment, en France et ailleurs dans le monde, ce texte de référence est-il aujourd'hui appliqué? Hatem Kotran, professeur de droit à la faculté des sciences juridiques, politiques et sociales de Tunis, membre du comité des droits de l'enfant à l'UNICEF, nous éclaire justement sur ces questions. Merci. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président du CNAIMU, Mesdames et Messieurs, c'est véritablement un privilège et un honneur pour moi que de prendre part à ces assises nationales de Chalon-sur-Saône pour une protection universelle et inconditionnelle de l'enfant. Assise, comme il a été dit ce matin, et rappelé par Monsieur le Président du CNAIMU, Monsieur Salvatore Stella, qui se tiennent alors que la communauté internationale se prépare à fêter le 30e anniversaire de l'adoption par l'Assemblée générale des Nations unies, lors de sa 44e session tenue le 20 novembre 1989, de la Convention des droits de l'enfant. Aujourd'hui ratifiée par, non pas 195 États, par 196 États dans le monde, l'occasion de rappeler les avancées accomplies, notamment pour ce qui a trait à la reconnaissance d'une valeur essentielle qui transcende tous les principes et droits reconnus par la Convention, à savoir la dignité de l'enfant. Tout enfant, et M. Stella le rappelait ce matin même à l'ouverture de nos assises, est un être humain unique et précieux, et à ce titre, sa voix doit être entendue pour que, en toute hypothèse, sa dignité individuelle, ses besoins particuliers, son intérêt supérieur et sa vie privée soient respectés et protégés. L'objectif est important car il rappelle que le respect des droits de l'homme
commence bien par la manière dont une société traite ses enfants. Une société qui respecte les enfants et les jeunes leur offrira la liberté en les préparant à assumer une vie d'adulte pleine et satisfaisante. La mobilisation autour du thème des droits de l'enfant a bien été, depuis l'adoption de la Convention, à des degrés divers universels. Elle a été notamment soutenue par l'adoption, après la Convention des droits de l'enfant, d'autres textes qui sont venus renforcer le dispositif universel, notamment les 2 protocoles facultatifs à la Convention, l'un concernant la vente des enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants, l'autre, l'implication des enfants dans les conflits armés, et qui ont été adoptés par une résolution des Nations Unies en l'an 2000. Le premier, le protocole sur la vente, est aujourd'hui ratifié par 176 États dans le monde, c'est important. Le second, sur l'implication des enfants dans les conflits armés, ratifié jusqu'à aujourd'hui par 178 États. Enfin, je dois rappeler aussi que le dispositif international a été encore enrichi par l'adoption d'un 3e protocole facultatif concernant les procédures de communication. Un enfant, désormais, peut, ou ses parents, présenter, après épuisement des voies de recours internes, une communication, une plainte, devant le Comité des droits de l'enfant des Nations Unies, dont j'ai l'honneur de faire partie depuis 2003 jusqu'au 28 février passé. J'ai passé dans ce comité 16 ans de ma vie. Donc les enfants vont pouvoir présenter, et nous recevons déjà au sein du comité des plaintes contre des États partis, dont la France. Et je dois dire que ce protocole, à ce jour, n'est ratifié que par 43 États. Dans mon propre État, la Tunisie, qui est le seul État de la région, de toute la région du Moyen-Orient et de l'Afrique du Nord à avoir ratifié ce 3e protocole facultatif, qui n'est ratifié, je dois le dire au passage, que par des États où quand même les droits de l'enfant sont mieux respectés. Nous souhaiterions que les États où les violations les plus graves des droits de l'enfant ratifient également ce protocole pour que les enfants les plus démunis puissent porter leur voix devant le comité des droits de l'enfant. Pour autant, ce ralliement autour de la cause des droits de l'enfant partout dans le monde, au travers de cette ratification croissante des instruments internationaux, ne doit pas dissimuler la réalité. Nous vivons en fait une époque essentiellement ambivalente, y compris dans le domaine des droits de l'enfant, car si aucune époque n'a autant donné de droits, d'attention spéciale à ces enfants, aucune époque n'a en même temps autant exposé à des risques les enfants et autant demandé d'adaptation à ces derniers. Enfants abandonnés ou vivant dans d'autres situations difficiles, pauvreté, handicap, abandon scolaire, déviance, exploitation économique, vente d'enfants, prostitution des enfants, trafic et déplacement illicite d'enfants, enfants étrangers isolés ou demandeurs d'asile, participation d'enfants au conflit armé, enfants associés ou affectés par des crimes terroristes, déviance et délinquance juvénile, autant de figures, parmi tant d'autres, qui continuent à interpeller la communauté internationale et qui commandent un questionnement fécond sur les valeurs partagées, non seulement sur la responsabilité de chaque État pris isolément et des obligations qu'il doit assumer à l'égard de ses propres enfants, mais également sur
la solidarité et la coopération internationale qui doivent se mettre en place pour permettre aux enfants, à tous les enfants, d'inscrire éternellement l'humanité dans leur confiance. C'est à cette problématique générale que je suis invité à réfléchir et qu'il conviendrait de rattacher la question de la réalité des droits de l'enfant, qui constitue sans doute une des questions majeures examinées par le Comité des droits de l'enfant, comité qui est chargé officiellement par la Convention de suivre de près le respect par les États parties des droits de l'enfant. Et pour parvenir à l'accomplissement de sa mission, le comité s'emploie à vérifier le degré de respect de ces droits par les États et la mesure dans laquelle les États sont réellement parvenus à donner une nouvelle impulsion à l'ensemble des mesures et programmes jusque-là mis en œuvre. Mes propos, dans ce qui va suivre, vont tenter, dans un premier temps, de dresser un état des lieux qui fera apparaître que les enfants ont des chances inégales dans le monde d'accéder à la jouissance effective de leurs droits. Il nous faudra, dans un second temps, entrevoir les perspectives et tenter de réimaginer l'avenir, ce qui exige certainement un renouvellement des responsabilités à l'égard des enfants, notamment à l'aune, ne l'oublions pas, de l'entrée en vigueur depuis janvier 2016 du nouvel agenda portant objectif de développement durable à l'horizon 2030. Mais il nous faudra en même temps engager une réflexion originale et audacieuse pour résoudre les problèmes séculaires qui affectent encore les enfants les plus défavorisés. En particulier, on fera un peu la part belle à l'innovation et aux solutions les meilleures et les plus brillantes issues des communautés et qui demandent à être transposées à grande échelle afin que chaque enfant puisse en bénéficier. Voilà donc deux grandes partie de cette intervention que je vais essayer de synthétiser maintenant en espérant respecter le temps qui m'est imparti. Et tout d'abord, un état des lieux et, comme je l'ai annoncé, des chances tout à fait inégales. La Convention des droits de l'enfant veut bien être universelle. La réalité est que le bénéfice des droits de l'enfant se fait à des vitesses différentes dans le monde. Cela concerne notamment des problèmes mis en avant par le Comité des droits de l'enfant, notamment la question de la pauvreté des enfants. D'autres figures seront ici résumées aussi et évoquées, notamment les enfants victimes de violences et d'autres formes d'abus et d'exploitation, y compris au sein de la famille. Les enfants soumis à l'exploitation économique, y compris le travail des enfants. Les enfants et les risques nés des activités des entreprises privées. Enfin, les enfants impliqués dans les conflits armés, y compris les enfants associés ou affectés par les crimes terroristes. Je réserverai 3-4 minutes pour chacune des questions ainsi évoquées. Tout d'abord, la question de la pauvreté. Les États parties sont invités par l'article 4 de la Convention des droits de l'enfant à prendre toutes les mesures législatives, administratives et autres qui sont nécessaires pour mettre en œuvre les droits reconnus par la Convention. Et pour ce qui a trait aux droits économiques et sociaux, ils prennent ces mesures, dit la Convention, dans toutes les limites des ressources dont ils disposent, et s'il y a lieu dans le cadre de la coopération internationale. Si chaque État est responsable au premier chef de tenir les engagements, de respecter les droits de l'enfant, de les protéger, de les mettre en œuvre, notamment vis-à-vis des enfants les plus vulnérables et des enfants pauvres, le rôle de la coopération internationale est ici important.
Mais s'il est vrai aussi que les difficultés affectant les droits de l'enfant restent très différentes selon les enfants, selon ceux qui ne manquent de rien et ceux qui parfois sont privés de tout. Il faut aussi rappeler que le statut de l'enfant dans le monde ne fait que refléter le statut de l'État auquel il appartient et sa position dans les relations internationales. Mais il faut aussi rappeler que la question de la pauvreté n'est pas limitée seulement aux pays les plus démunis dans la planète, aux pays pauvres. D'autres pays, y compris les pays européens, y compris la France elle-même, font face à des difficultés en vue de la lutte ou dans le domaine de la lutte contre la pauvreté. Je voudrais rappeler sur ce point qu'à l'occasion de l'examen du 5e rapport périodique de la France, les 13 et 14 janvier 2016, le comité a salué l'adoption du plan pluriannuel contre la pauvreté et pour l'inclusion sociale, mais il s'est dit, je cite, « préoccupé par la situation des 20% d'enfants qui vivent dans la pauvreté et par le grand nombre d'enfants sans abri, il est particulièrement préoccupé par l'aggravation de la situation des enfants et des familles touchées par la crise économique qui vivent dans la pauvreté, en particulier les enfants des familles monoparentales et les enfants des bidonvilles ou des zones urbaines sensibles, ainsi que les enfants qui vivent dans des hébergements d'urgence, parfois pendant des années. Même s'il salue les mesures prises récemment par l'État partie pour réduire les disparités dont souffrent les départements et territoires d'outre-mer, le comité s'est dit particulièrement préoccupé par la persistance et le creusement des inégalités sociales sur tout le territoire national, la lenteur avec laquelle l'écart se réduit entre les départements et territoires d'outre-mer, en particulier Guyane et Mayotte, et le reste du territoire en ce qui concerne la jouissance des droits de l'enfant et la situation des enfants migrants, en particulier les enfants migrants non accompagnés. Le comité est également préoccupé par le cas d'expulsion forcée d'enfants et de familles roms sans préavis et sans qu'aucune solution de relogement ne soit proposée. En fait, le comité, en examinant la situation des enfants en France, avait conscience, de manière générale, que les 14 millions d'enfants traversent sans difficulté leur moment d'enfance et d'adolescence et vivent dans un pays où leur éducation, en général, est assurée, leur santé promue, leur voix est entendue, leurs droits respectés, à la faveur d'une longue tradition française bien connue, réservant aux droits de l'homme en général, aux droits de l'enfant en particulier, une place de choix dans l'organisation politique et sociale du pays. Mais le comité a tenu tout de même à rappeler la réalité des droits de l'enfant, notamment des droits des enfants les plus démunis. Et la question de la pauvreté, qui n'est pas seulement une question qui prive l'enfant de la jouissance de ses droits économiques, mais qui le prive de la jouissance de l'ensemble de ses droits économiques, politiques, sociaux et autres. Je passe à la question des enfants victimes de violences et d'autres formes d'abus et d'exploitation, y compris au sein de la famille. Divers défis continuent à affecter les enfants, liés notamment au développement des différentes formes de violence et qui constituent un problème de dimension mondiale, survenant de façon inégale dans tous les pays, ou presque. Que ces violences aient lieu à l'école et dans le milieu scolaire, dans la famille ou dans d'autres cadres institutionnels, orphelinats, centres de rééducation ou de détention des enfants en conflit avec la loi, ou encore dans la communauté et dans la rue. Le dernier rapport de la représentante spéciale du secrétaire général des Nations Unies chargé de la question de la violence contre les enfants a souligné l'omniprésence de la violence et son impact sur la vie des enfants. Selon une étude récente, le nombre d'enfants exposés à la violence est supérieur à 1 milliard, soit la moitié des enfants dans le monde.
Il y a des estimations qui sont données par région. Aucune région n'est épargnée, même si des régions comme l'Asie, par exemple, l'Afrique et l'Amérique du Nord enregistrent les taux les plus élevés. Je passe les détails. Je laisserai le texte aux organisateurs et qui pourraient le distribuer avec vraiment des précisions par pays. Mais je voudrais revenir à la situation, puisque nous sommes en France, de la France, où le comité a salué des mesures prises pour améliorer le repérage et le suivi des enfants exposés à une forme quelconque de violence, mais il a noté en même temps et avec préoccupation que l'État partit à une conception des rapports parents-enfants qui n'est pas en phase avec les principes de la Convention. Si l'enfant est en effet la raison d'être de la loi, nous devons constamment nous le rappeler, au cœur de la vie de ses parents. Il est le fruit d'un père et d'une mère qui, du fait même de la naissance d'un enfant, ont tout d'abord scellé un engagement, celui d'être parent, c'est-à-dire porteur, au premier chef, d'obligations envers un être inachevé, en totale dépendance de l'adulte. Le comité note sur ce point que la loi en France utilise toujours la notion d'autorité parentale, qui n'est pas conceptuellement conforme aux droits de l'enfant. Il relève aussi avec préoccupation que les violences physiques à l'égard des enfants ont augmenté et qu'en raison de faiblesses dans la chaîne de protection de l'enfance, des enfants restent exposés au risque de violences familiales et sont laissés sans protection dans leur famille, en partie en raison des lenteurs de la mise en œuvre de la loi du 5 mars 2017 réformant la protection de l'enfance. Je sais qu'une nouvelle loi a été adoptée en 2016 à cet égard, et cela répond à l'une aussi des observations finales et des recommandations faites par le comité, parmi lesquelles je voudrais rappeler que le comité a appelé l'État partie à soutenir et à faciliter la prise en charge des enfants en milieu familial dans toute la mesure possible et d'instaurer un système de placement en famille d'accueil pour les enfants qui ne peuvent pas rester dans leur famille, en encourageant particulièrement le placement en famille d'accueil pour les enfants handicapés afin d'accélérer le processus de désinstitutionnalisation. Ça, c'est un autre problème par rapport à une population marginalisée parmi les enfants eux-mêmes, que sont les enfants ayant un handicap. Et pour ce qui est de la violence en général, les propos du comité et ses recommandations est que les mécanismes ne soient pas limités, excusez-moi et passez-moi l'expression, à une affaire de pompiers, et que les mécanismes de prévention sociale jouent pleinement leur rôle avant que n'interviennent les mécanismes juridiques nécessités par la loi. En fait, prévention et mécanismes juridiques devraient être pleinement associés. Le comité avait noté aussi, toujours par rapport à la France, qu'il n'existe pas de stratégie globale qui viserait toutes les formes de violence à l'égard des enfants et que le taux de violence familiale et de violence sexiste est élevé et continue d'augmenter. Il s'est dit également préoccupé par l'absence de lignes directrices, de protocoles et de mécanismes de renvoi standardisés concernant les enfants victimes ou témoins de violences, l'insuffisance de la coordination et de la formation des fonctionnaires travaillant auprès des enfants, en particulier en ce qui concerne la détection et le signalement des cas présumés de violence à l'égard des enfants et l'adoption de mesures ou le renvoi des dossiers vers les autorités compétentes. Et il a proposé et présenté un certain nombre de recommandations dont je ferai l'économie ici, mais qui se trouvent pleinement exposées dans mon rapport écrit. Je voudrais passer à la question de l'exploitation économique et du travail des enfants dans le monde, qui constitue aussi une grande source de préoccupation. Selon l'UNICEF, près de 150 millions d'enfants âgés de 5 à 14 ans, soit presque 1 sur 6 enfants dans ce groupe d'âge, travaillent dans le monde. L'Organisation internationale du travail a signalé pour sa part que
218 millions d'enfants entre 5 et 17 ans sont occupés dans le monde. Parmi eux, 152 millions sont astreints au travail des enfants et près de la moitié, 73 millions, accomplissent des travaux dangereux. Je me limiterai là, en rappelant que les garçons représentent 58% de l'ensemble des enfants astreints au travail des enfants et 62% de tous les enfants accomplissent des travaux dangereux. Le travail des enfants est principalement concentré dans l'agriculture dans le monde, qui englobe la pêche, l'élevage de bétail et l'aquaculture, et comprend à la fois l'agriculture de subsistance et l'exploitation commerciale. 17% des enfants astreints au travail des enfants travaillent dans le secteur des services et 12% dans le secteur industriel, y compris l'extraction minière. Alors c'est l'occasion pour le comité de rappeler aux États la nécessité de respecter les conventions internationales de l'OIT, 138 sur l'âge minimum de travail et 182 sur les pires formes de travail des enfants, mais aussi une convention récemment, la dernière des conventions ratifiées par l'OIT, qui est la convention numéro 189, travail décent pour les travailleuses et travailleurs domestiques, dont les enfants. Et cette question du travail domestique n'est pas seulement une question liée à certains États, mais dans beaucoup d'États, y compris en Europe, des enfants sont astreints au travail domestique. Je passe à la question des activités des entreprises et du secteur privé. Lui aussi, parfois, porteur de plus en plus de difficultés. Que le secteur privé soit fournisseur lui-même de services dans le domaine de l'éducation, de la santé, ou qu'il intervienne de manière générale dans les activités économiques. Les violations des droits de l'enfant résultant des activités du secteur privé peuvent prendre des formes diverses. Par exemple, elles peuvent être impliquées dans le travail des enfants, se rendre responsables d'expropriation de terres ou commercialiser des biens et des services qui sont néfastes pour les enfants. Le comité a adopté une observation générale qui définit la situation et les risques que fait engendrer le secteur privé aux enfants partout dans le monde. Parmi les violations, le comité cite l'exploitation économique des enfants et l'emploi d'enfants pour des travaux dangereux, d'autres risques liés aux activités des entreprises, y compris les entreprises transnationales, peuvent affecter la santé des enfants et comment de mettre en œuvre et de faire appliquer les normes relatives aux droits de l'enfant. Je voudrais citer un secteur particulier, celui des médias, notamment de la publicité et du marketing, qui peut, pour sa part, avoir une incidence positive ou négative sur les droits de l'enfant. Les médias peuvent véhiculer des messages en vue d'associer toute la société au respect des droits de l'enfant. Mais les médias, et plus particulièrement le secteur numérique et l'Internet, peuvent aussi créer des risques pour les enfants. La proportion des enfants à croire à l'honnêteté et à l'impartialité des campagnes de marketing et des messages publicitaires diffusés dans les médias risque de les amener à consommer ou à utiliser des produits nocifs. Sans parler de l'exposition des enfants au travers les différentes formes de pornographie mettant en scène des enfants qui sont prohibés par la Convention et par son protocole facultatif sur la vente des enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants. Passons enfin aux enfants impliqués dans les conflits armés, y compris les enfants associés ou affectés par les crimes terroristes. Dans son dernier rapport, la représentante spéciale du secrétaire général des Nations Unies pour le sort des enfants en temps de conflit armé
à examiner les difficultés rencontrées pour prévenir les violations graves ou y mettre un terme, ainsi que pour renforcer la protection des enfants touchés par un conflit. Selon la représentante spéciale, partout dans le monde, les enfants sont toujours touchés de façon disproportionnée par des conflits prolongés et intenses. La déshumanisation des populations civiles par les parties au conflit a entraîné une augmentation des violations et un mépris flagrant du droit international. En Afghanistan, en République arabe syrienne, au Yémen, au Soudan du Sud. Tous ces pays, ils ne sont pas les seuls, connaissent des formes de recrutement d'enfants dans les conflits armés ou des formes de violence directement infligées aux enfants par des meurtres, des coups de blessure, des viols et d'autres formes de violence sexuelle. Dans cette cohorte de la montée en puissance du terrorisme et de ses vicissitudes, dans différentes régions et pays, y compris notamment dans les pays directement impliqués ou affectés par les guerres civiles, en Irak, en Syrie, au Yémen, ainsi que dans d'autres pays qui ont connu des chutes d'anciens régimes et qui parviennent à des degrés différents à réussir leur transition démocratique. Ainsi le cas de mon propre pays, la Tunisie. Ou encore dans des pays jusque-là épargnés par les guerres. Ainsi les pays européens, dont la France, mais qui découvrent qu'un nombre important de leurs ressortissants, y compris des enfants, sont impliqués ou associés à des conflits armés et à des activités terroristes. Les gouvernements et les différentes organisations concernées de la société civile semblent davantage mobilisés dans cette lutte antiterroriste et ne paraissent pas, en revanche, suffisamment attentifs à la légitimité et aux conséquences sur les enfants et leurs droits des dispositions législatives et des actions adoptées dans le cadre de la lutte antiterroriste. Dans son rapport, Leila Zarougui, représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies sur les enfants dans les conflits armés, a rappelé les estimations selon lesquelles entre 30 000 et 42 000 combattants étrangers de quelques 120 pays se sont rendus en Irak et en République arabe syrienne pour rejoindre des groupes affiliés à l'État islamique ou à Al-Qaïda. En novembre 2017, près de 7 000 combattants étrangers auraient péri sur le champ de bataille et au moins 14 910 auraient quitté des zones de conflit, tandis que 6 800 d'entre eux seraient rentrés dans leur pays. Ces chiffres incluent une proportion importante d'enfants. De plus en plus d'enfants traversent les frontières, seuls ou en famille, vers des zones contrôlées par des groupes ayant recours à la violence extrême. Des enfants ont également été enlevés par ces groupes et contraints à traverser les frontières en lien avec les activités de ces groupes. Parmi les 89 morts dans des hostilités, il y avait des ressortissants des pays non seulement d'Irak et de la République arabe syrienne, mais aussi d'Arabie saoudite, de l'Australie, du Liban, de la Libye, du Maroc, du Nigeria, du Royaume-Uni, de Grande-Bretagne, d'Irlande du Nord, du Soudan, Tadjikistan, de la Tunisie, du Yémen et de la France, dit Leila Zarougui. Ces chiffres n'incluent pas les enfants emmenés sur le territoire de l'État islamique par leur famille. Et Leila Zarougui de rappeler quand même aux États membres que tous les enfants associés à des parties à un conflit et rencontrés dans le cadre d'opérations de sécurité doivent être traités avant tout comme des victimes plutôt que comme des menaces pour la sécurité. Les enfants qui ont été enlevés, recrutés, utilisés, exploités et exposés à la violence à un âge précoce ne doivent pas être doublement victimes. La réadaptation et la réinsertion sociale devraient être la priorité des États. Et si des enfants sont accusés d'un crime lors de leur implication dans des groupes armés ayant recours à des tactiques extrêmes
violences, ils doivent être traités par le système de justice pour mineurs, leur préservant leur droit d'être traités toujours comme enfants et d'être préparés à la réintégration sociale pour mener une vie de citoyens pleine et entière. Ces remarques sont importantes et rejoignent les recommandations exprimées par le Comité des droits de l'enfant à l'endroit de plusieurs pays lorsqu'ils traitent de la situation des enfants en conflit à la loi, y compris dans les observations finales faites à la France en 2016, où le comité avait enregistré une sorte de recours un peu plus systématique aux solutions coercitives et pénales plutôt qu'aux solutions sociales et éducatives, et au comité de rappeler à la France aussi que le traitement des enfants en conflit avec la loi devrait, en toute hypothèse, respecter leur situation d'enfant et être totalement en phase avec les principes définis par la Convention et les autres instruments internationaux de traitement des enfants en conflit avec la loi. Alors, comment réimaginer l'avenir? Quelles sont les priorités pour l'avenir? Je me permettrai, Monsieur le Président, dans les 10 minutes, 5 minutes, pour que nous ayons quelques échanges de résumer tout cela. Alors d'abord, tenir les engagements envers les enfants dans le nouvel agenda des objectifs de développement durable à l'horizon 2030. Voilà un nouveau texte qui a été adopté par les chefs d'État et de gouvernement en septembre 2015 et qui est entré en vigueur en 2016, qui touche tous les aspects, et pas seulement les enfants, mais où les droits de l'enfant sont particulièrement montrés et exposés. Et il y a un appel à inventer ou à réinventer des solutions. D'abord, comme le dit l'objectif numéro 4, pour assurer une éducation de qualité, sûre et inclusive à tous les enfants, pour éliminer le travail des enfants, objectif numéro 8, 10 pour réduire les inégalités et surtout l'objectif numéro 16 pour l'édification de sociétés pacifiques, justes et inclusives, ainsi que la deuxième cible de ce même objectif 16 pour éliminer toutes les formes de violence contre les enfants. Les dirigeants du monde entier vont se réunir au siège de l'Organisation des Nations Unies en septembre 2019, bientôt, en marge de la 74e session de l'Assemblée générale, afin d'examiner les progrès accomplis jusque-là depuis 2016 pour la mise en œuvre de l'ensemble de ces objectifs ODD, objectifs de développement durable, et pour générer un nouvel élan pour la deuxième phase de la mise en œuvre de cet agenda. Alors, il y a aussi surtout l'attention qui est portée en vue de redynamiser la stratégie d'intervention globale en faveur des enfants et pour lutter contre la violence et les différentes formes d'abus. C'est là aussi un objectif majeur qui recommande une stratégie d'intervention globale fondée sur les droits de l'enfant, notamment sur les principes de la Convention des droits de l'enfant, l'intérêt supérieur de l'enfant. Donc, une session cet après-midi va essayer de focaliser l'attention. Comment faire en sorte pour que ce principe dont on parle beaucoup, l'intérêt supérieur de l'enfant, et qui est proclamé par l'article 3 de la Convention, soit non seulement un principe, mais aussi un droit pour chaque enfant et une règle de procédure qui doit être intégrée par tous les professionnels travaillant avec et pour les enfants, les juges, mais aussi les intervenants sociaux et tous les professionnels qui travaillent pour et avec les enfants. Un dernier mot sera dit ici parmi les questions de l'avenir, c'est comment assurer l'équité dans l'accès au savoir et l'innovation pour chaque enfant. Le domaine de l'éducation est un domaine crucial. C'est par l'éducation que l'enfant prépare véritablement sa socialisation, et dans ce domaine aussi, les inégalités se font jour. L'école doit assurer à chaque enfant les possibilités d'accéder au savoir. L'école essaie de le faire, ne le fait pas toujours bien dans les différents pays, et y compris, j'allais dire,
la France. Je dois rappeler quelques données qui ont été relevées avec préoccupation par le comité, à savoir que certaines catégories d'enfants, en particulier les enfants handicapés, les enfants qui vivent dans des bidonvilles, les enfants migrants non accompagnés, en particulier à Mayotte, et les enfants en situation de conflit avec la loi ont du mal à entrer, à rester et à revenir dans le système éducatif et dans les activités et structures liées à l'école. Que certains enfants, notamment les enfants roms, les enfants migrants non accompagnés, les enfants vivant dans des logements précaires, ont beaucoup de difficultés à s'inscrire dans les écoles ordinaires et à accéder aux cantines scolaires et, dans certains cas, ne sont pas autorisés à le faire par les municipalités, etc. Voilà, je voulais vraiment terminer avec l'école parce que l'école républicaine, qui a pu être depuis un siècle, notamment en France, l'école de l'intégration sociale ne doit pas être le lieu d'une triple ségrégation sociale, nationale et parfois urbaine. Nous devons, pour terminer, rappeler la nécessité de travailler ensemble pour renforcer tous les mécanismes de responsabilisation existants à tous les niveaux, dans chaque pays et au plan international par toutes les personnes en charge avec les enfants. C'est à ce prix que la solidarité internationale aura un sens réel, que les droits de l'enfant seront véritablement universels et que les enfants pourront inscrire éternellement l'humanité dans leur confiance. Je vous remercie pour votre attention. Merci. Merci, Monsieur le Président. Alors, merci, Monsieur Cotran. J'ai cru comprendre que quelques questions avaient été adressées par voie dématérialisée. Le moment est venu, voilà, de les lire. Comment le comité peut-il condamner l'État parti, en cas de violation de la Convention nationale des droits de l'enfant? Quels enfants peuvent porter plainte? Enfants devenus majeurs, enfants soutenus par des associations, quelles plaintes ont-elles déjà été déposées? Est-ce qu'il y a d'autres questions que l'on pourrait regarder tout de suite et puis on irait vers une réponse un petit peu transversale, peut-être? Comme nous avons pu le voir dans l'actualité, des enfants français reviennent en France de Syrie suite au décès de leurs parents liés au terrorisme. Certains sont confiés à l'aide sociale à l'enfance. Pensez-vous que nous, travailleurs sociaux, psychologues, sommes prêts à prendre en charge de façon satisfaisante ces enfants? Alors, est-ce que vous voulez bien essayer de nous donner quelques éléments de réponse aux premières questions et à celle-ci, et puis on tentera d'en prendre ensuite dans la salle, par exemple. Très rapidement. Alors, oui, un enfant peut, après épuisement des voies de recours internes, bien sûr, présenter une plainte devant le comité. Nous continuons, nous en recevons, nous en avons reçu une centaine depuis que le comité reçoit des... J'allais dire, malheureusement, d'enfants dans des pays où les droits de l'enfant sont les moins violés. Je l'ai dit tout à l'heure, le protocole qui permet aux enfants de présenter des communications n'a pas à ce jour été ratifié par les États où les droits de l'enfant sont le plus violés. Je ne veux pas citer d'États, mais nous les connaissons. Ce protocole n'a été ratifié que par les pays européens, quelques pays de l'Amérique du Nord, 2 pays en Afrique, la Tunisie et le Gabon. Franchement, et la plupart des plaintes que nous recevons, je vais dire 85%, sont liées à des cas d'enfants non accompagnés cherchant une forme d'immigration, parfois transitant par le Maroc pour aller en Espagne, parfois allant dans des pays comme le Danemark,
fuyant d'autres pays, et nous sommes exposés à ces questions-là, alors que nous attendons à ce que des plaintes quand même concernent aussi d'autres figures. Il n'y a pas que les enfants migrants. Bien entendu, ces enfants ont tout le droit que l'attention particulière soit portée et que, par exemple, ce que dit le comité et recommande lorsqu'il reçoit ces plaintes, c'est que très souvent on se pose la question de l'âge de l'enfant qui arrive, qui n'a pas de papier, et on lui fait subir un examen osseux. Pour le comité. Il faudrait que cet examen soit le plus, qu'il ne soit pas totalement refusé, mais qu'il soit associé à des examens sociologiques, d'où vient l'enfant, etc., plutôt que de passer à ce genre d'examen. Parfois, ces enfants sont placés avec des adultes, d'ailleurs, dans des centres d'accueil, ce que réprouve le comité, qui demande que, dès l'arrivée d'un enfant, qu'il ne soit pas traité seulement par les services de la police aux frontières, mais qu'un travailleur social, alors justement, un fonctionnaire de la protection sociale, soit constamment associé, dès l'arrivée d'un enfant, à cela. Cela rejoint la deuxième question, et comme ça j'aurais répondu aux deux à la fois. Parfait. Et on revient. Les enfants revenus de Syrie et le rôle des travailleurs sociaux, oui, ils doivent, selon le comité, être, dès l'arrivée de ces enfants, associés aux décisions qui seront prises. Mais la question c'était, pensez-vous que les travailleurs sociaux y soient préparés? Alors il faut qu'ils soient préparés. J'avais tout à l'heure dit, et mon texte est un peu plus précis là-dessus, le comité a salué les efforts entrepris en France, mais quand même, on va éviter le langage de bois, a dit que pour les travailleurs sociaux, il faudrait beaucoup plus de moyens pour que... Merci. De formation continue et de moyens matériels pour que les décisions soient vite prises et que les solutions les plus adaptées ne soient pas sacrifiées sur l'autel d'une organisation administrative qui répond très souvent à ses propres normes qui ne servent pas forcément l'efficacité. Merci. Merci. Il nous reste 5 minutes, pas plus, à cause des questions de transport. On prend 2 questions dans la salle, si vous voulez bien. Manifestez-vous pour que l'on vous voie. À moins que... Alors, on essaie de vous écouter. Oui. Oui. Merci. Alors, la question est claire. Je vous en prie. Non, le comité véritablement regrette le recours, en toute hypothèse, aux examens osseux. Non pas qu'ils soient totalement interdits ou proscrits par les textes internationaux. Non, ils ne peuvent intervenir que s'il y a des doutes, par exemple. Il faudrait donner... il y a le droit de l'enfant au bénéfice du doute. Lorsqu'il présente des documents, il n'y a pas lieu de les remettre en cause pour aller exposer l'enfant. C'est seulement lorsque des doutes persistent sur véritablement là qu'on peut, à la limite, procéder à ces examens, mais qui doivent être tout de suite associés à d'autres considérations, par exemple un examen de la situation sociologique, de l'histoire, de toutes ces considérations que les travailleurs sociaux et les gens impliqués dans les sciences sociales connaissent mieux que les autorités officielles, parfois beaucoup plus formées, comme moi-même d'ailleurs, sur les techniques juridiques et qui avons du mal à réinsérer le droit et les textes juridiques dans les réalités beaucoup plus compliquées, sociales, culturelles, éducatives. Et donc, moi, par rapport au Conseil constitutionnel, je dirais que l'examen osseux doit être évité et que
Cela ne conforte pas le comité de savoir qu'un pays, je le disais dans mes propos, comme la France, pour nous, on est très sévère au sein du comité lorsqu'on traite avec des pays. Non pas que les pays doivent être traités inégalement, mais nous avons la conscience que certains pays qui sont des exemples en matière de respect des droits de l'homme, traditionnellement, et des droits de l'enfant, doivent le rester de façon continue. Alors, une dernière intervention, une dernière question dans la salle, sans doute. Oui ? Oui, concernant la situation des enfants roms, est-ce qu'il y a une obligation ou pas d'obligation, justement, puisque dans les rues de Paris, on peut les voir à longueur de journée, alors qu'ils sont en âge d'être scolarisés et qui sont dans la rue. Voilà. Merci. Oui. C'est à peine une question. Oui. Mais je vous rejoins, vraiment, je vous rejoins. Vous savez, le comité, composé de 18 membres, au passage, qui viennent des experts indépendants, qui ne représentent pas les États, moi je ne représente pas mon propre pays, ne vivent pas dans les pays qu'ils examinent. Nous avons, une connaissance de la situation des droits de l'enfant en France au travers les rapports qui nous sont soumis par la défenseur des enfants, le défenseur des enfants que je salue parce qu'ils font un travail vraiment depuis Claire Brisset, passant par Versini, en passant par Madame, qui je l'espère suit certainement la défenseur des enfants, mais aussi les ONG qui travaillent sur le terrain et qui donc expose des rapports alternatifs aux rapports soumis par l'État partie lui-même. Et parmi les questions que le comité, de façon récurrente, rappelle à la France, c'est la question du traitement des enfants roms, notamment leur droit à l'éducation et leur droit à l'identité et leur droit à être respectés par toutes les autorités qui travaillent avec ces enfants et à ne pas être séparés de leurs parents.